Bonjour tout le monde. Je m'appelle Donatella Rostagno et je représente aujourd'hui l'organisation Fight Impunity. Nous sommes connectés aujourd'hui pour cette conférence sur la lutte contre l'impunité et la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, d'un endroit très important à Bruxelles qui s'appelle Café Congo, et qui est un endroit de réflexion, de production artistique, de réflexion et d'échange sur plusieurs thématiques, et sur l'Afrique et le Congo en particulier. Donc, nous profitons aujourd'hui de nous connecter par ici pour cette conférence très importante de Fight Impunity sur cette thématique, avec laquelle aujourd'hui Fight Impunity lance son papier, sa recherche et son papier d'analyse et de plaidoyer sur l'impunité en RDC. Des recommandations que je présenterai après. C'est une conférence exceptionnelle. Nous avons aujourd'hui un panel exceptionnel et je vous le présenterai tout de suite. L'objectif pour Fight Impunity aujourd'hui, c'est d'ailleurs de contribuer encore aujourd'hui au débat qui est en cours et qui est très fort aujourd'hui ici en Europe et au Congo, évidemment, avec l'implication de la société civile, avec l'implication de l'Union européenne, avec l'implication des Nations unies. Le débat sur l'impunité en République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu mettre ensemble plusieurs personnes qui représentent des groupes différents et qui représentent des groupes qui sont fortement engagés sur ces thématiques. J'aimerais bien vous présenter les panélistes maintenant, et puis on commencera tout de suite avec notre conférence. Nous avons l'honneur d'avoir le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel pour la paix en 2018 et aussi prix Sakharov du Parlement européen en 2014. Bienvenue, docteur Mukwege. Nous avons Mr. Eamon Gilmore, who is the Special Representative for the European Union on Human Rights. Welcome, Mr. Gilmore. Nous avons M. Abdulaziz Tioye, qui est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en RDC. Bienvenue, Aziz Tioye. Nous avons Margot Molla du Jourdain, qui est représentante de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, mais aussi analyste politique de Global Witness. Bienvenue, Margot. Nous avons le pasteur Eric Senga, président du consortium sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Bienvenue, Eric. Et nous aurons aussi Maria Rena, parlementaire européenne, présidente de la sous-commission pour les droits de l'homme, qui est en train d'arriver. Aujourd'hui à Bruxelles, la météo est terrible et donc elle arrive dès qu'elle peut. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre présence. Je tiens à remercier les participants qui ont voulu partager ce temps avec nous de réflexion et de débat. Je voudrais commencer cette conférence en laissant la parole au docteur Denis Mukwege pour son intervention. Merci, docteur Mukwege. À vous la parole. Il faut juste le micro. Voilà. Merci, Madame Donatella. C'est réellement un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore. Et je tiens à remercier spécialement votre organisation Fight Impunity pour avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence en ligne sur les thèmes impunité et justice transitionnelle en République démocratique du Congo, un défi à saisir pour l'Union européenne. Ce thème a retenu toute notre attention car il correspond
à l'une des plus grandes aspirations de victimes de violences sexuelles que nous traitons à l'hôpital des Panzi depuis plus de 20 ans, ainsi pour construire le chemin de la paix par la justice. Le droit à la justice, à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition des atrocités sont en effet déterminants pour permettre aux survivants de se reconstruire d'ici à l'hôpital par des soins médicaux, mais ces soins ne sont pas suffisants. Lutter contre l'impunité en ayant recours aux différents mécanismes de la justice transitionnelle représente bien évidemment un défi à retenir pour l'Union européenne, et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, pour moi, c'est parce que les droits humains constituent non seulement une des valeurs fondamentales, l'un des objectifs qui inspirent ces relations extérieures avec la promotion de la paix et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Deuxièmement, en adoptant en 2015 une politique relative à la justice transitionnelle, l'Union européenne a affirmé son intention de jouer un rôle actif dans le processus de justice transitionnelle avec les pays partenaires qui aspirent à sortir, bien sûr, de la dictature, mais aussi des conflits armés, à l'instar de la République démocratique du Congo. Troisièmement, l'Union européenne est le chef de file des bailleurs dans le cadre de la coordination de l'aide et le principal partenaire de la République démocratique du Congo pour l'appui à la réforme du secteur de la justice, ce qui lui donne d'importants leviers, un poids politique de premier plan. C'est dans ce contexte que nous saluons les prises de position fortes de M. l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier, chef de la diplomatie européenne en République démocratique du Congo, qui a insisté dans le cadre du dialogue politique Union européenne, République démocratique du Congo, sur le fait qu'il ne pourra y avoir de retour à une paix durable sans jugement des crimes documentés par le rapport Mapping, mais aussi tous ceux commis depuis lors. Quatrièmement, le Parlement européen a adopté le 16 septembre 2020 une résolution volontariste, mais aussi ambitieuse, appelant à la création d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des mécanismes mixtes de jugement et de poursuite, exprimant ainsi le soutien des élus européens à un processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Pour ces différentes raisons que je viens d'évoquer, il s'agit aujourd'hui pour l'Union européenne de traduire les paroles en action et les sous forme de résultats. Mesdames et messieurs, l'impunité en République démocratique du Congo est une véritable tragédie. Et je peux dire, sans me tromper, qu'ignorer ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui se passent aujourd'hui, qui se sont passés en République démocratique du Congo et qui continuent à se passer aujourd'hui, revient tout simplement à accepter que ces crimes puissent continuer. Pas plus tard que le 29 mai, il y a 4 jours, à Bijombo, dans le plateau du sud Kivu, à Nouvira et Fizi, 5 personnes ont été assassinées. Dans la nuit du 30 au 31 mai, 50 personnes ont été massacrées en Ituri. Et les 2 juin, donc il y a seulement 2 jours, 11 personnes encore à Beni.
Et à l'heure où je vous parle, il y a une femme qui est dans nos soins intensifs, qui est entre la vie et la mort, après avoir été violée et avec une extrême violence qui est en soins chez nous. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une histoire, c'est des choses qui se passent à l'heure où nous parlons. Et il y a 25 ans que ça se passe et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. L'impératif de justice représente donc un prérequis indispensable pour briser ce cycle infernal de massacres ignobles, car l'impunité généralisée dont jouissent les auteurs présumés des crimes le plus graves depuis des décennies continue d'alimenter les conflits et la perpétuation des atrocités que je viens d'énumérer. Et quelle serait la raison pour laquelle ces criminels arrêteraient, puisqu'ils savent qu'ils peuvent le faire en toute impunité. Nous savons en effet tous qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice et vérité en République démocratique du Congo. Pourtant, les différentes tentatives pour mettre fin à la violence, à ces atrocités, questa violenza, e tutte queste tentative hanno privilegiato delle soluzioni di carattere politico. They were about political solutions or safety solutions that neglected the deep reasons of this violence. S'installer le climat d'impunité que nous déplorons aujourd'hui. Ainsi, la justice a systématiquement été sacrifiée sur l'autel de la paix en intégrant les éléments des groupes armés rebelles congolais aussi bien étrangers dans les institutions pour assurer le principe d'inclusivité consacré dans les accords de paix. Mais ces principes, malheureusement, continuent à faire souffrir la population. Ces politiques ont largement échoué à protéger les civils, les populations civiles, légitimant ainsi la violence et les crimes comme mode d'accès au pouvoir et hypothéquant ainsi l'instauration d'un état de droit et d'une paix durable. Ainsi, il est impératif de prioriser la lutte contre l'impunité et d'élaborer sans tarder une stratégie holistique de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo pour rendre justice aux victimes. Et ces victimes attendent. Mesdames et messieurs, ce processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo devra répondre à certains critères. Cette justice transitionnelle devra combiner des mécanismes judiciaires et non judiciaires qui sont complémentaires. On ne peut pas exclure un ou l'autre. Ces deux mécanismes sont complémentaires. Le droit à la justice est reconnu aux victimes des crimes internationaux et la justice transitionnelle ne peut en aucun cas être une alternative à la responsabilité pénale des auteurs présumés d'atrocités de masse. Cette justice devra tenir compte de la forte implication des pays tiers dans les conflits armés internationaux ou internationalisés qui ont ravagé la RDC, comme l'illustre parmi tant d'autres, cette coïncidence pour la population congolaise de suivre cette conférence aujourd'hui. Nous sommes à la veille du 5 juin, date de commémoration de la guerre de 6 jours qui, en l'an 2000, avait opposé sur le sol congolais à Kisangani les forces armées rwandaises et ougandaises. Le bilan de ces affrontements à l'armée lourde en pleine ville est désastreux pour les populations congolaises. Le rapport mapping répertorie environ 266 cas et 760 civils tués et plus de 1000 blessés pendant ces 6 jours. Mesdames et messieurs, 21 ans après ces crimes imprescriptibles
ils sont toujours restés impunis. 21 ans après, plusieurs pays du monde continuent malheureusement à dérouler le tapis rouge aux instigateurs de cette boucherie humaine en République démocratique du Congo. 21 ans après, les victimes innocentes, les survivants, les hommes, les femmes et les enfants, les orphelins de ces atrocités continuent à attendre que justice soit rendue. Cette justice transitionnelle devra également intégrer une forte dimension genre. Pourquoi? Puisque tout simplement, le recours à la violence sexuelle dans ces conflits a été utilisé par tous les belligérants comme une arme de guerre et une stratégie de terreur. Donc, on ne pourra pas parler de la justice transitionnelle sans pouvoir inclure cette notion genre. La justice transitionnelle devra également prioriser l'assainissement de nos institutions. Une réforme profonde du secteur de la sécurité s'impose, et ceci en urgence. Il s'agit de mettre à l'écart de leur position de pouvoir tous les agents de l'État, dont les forces de sécurité et de défense, qui ont été impliqués dans des violations graves des droits humains et du droit humanitaire, mais aussi dans des activités de corruption à grande échelle. Et ici, j'insiste, puisque quand je vois ces femmes qui ont peur de rester dans leur village, puisque le commandant qui est dans leur village, c'est celui qui a assassiné leur mari, c'est celui qui a violé ces femmes, je comprends très bien le cœur lourd que ces femmes portent, et la seule solution, c'est de mettre ces agents de l'ordre à l'écart d'une position de pouvoir. Cette exclusion de leur position de pouvoir réduira ainsi leur capacité de nuisance. Et il faut noter que tant que des criminels seront à la tête des pays de la région des Grands Lacs et de ces institutions, il n'y aura d'espoir que dans une réponse de la justice internationale, une justice qui doit être indépendante et impartiale. Cinquièmement, la stratégie nationale holistique de justice transitionnelle devra aussi prévoir des mécanismes de réparation pour les victimes et les communautés affectées. En effet, la réparation représente non seulement une mesure de justice, mais reconnaît ainsi le préjudice infligé et fournit un soutien financier ou matériel pour reconstruire, pour que ces victimes reconstruisent leur vie dans la dignité. J'avais fait partie d'un panel de haut niveau et tout ce qui m'avait touché, c'est que toutes les femmes que nous avions rencontrées et à qui nous avions posé la question de savoir quel serait le type de réparation qu'elles souhaiteraient, j'étais touché de constater que ces femmes pensent à l'éducation de leurs enfants et ça, c'est une réparation à notre portée s'il y a la volonté. Nous encourageons non seulement les autorités à mettre en place sans tarder un système permettant de s'assurer que des dommages et intérêts soient versés aux victimes de graves crimes internationaux jugés par la justice congolaise, mais aussi appelons l'État à définir une stratégie, un programme national de réparation préalable à l'établissement d'un fonds national d'indemnisation pour les victimes des crimes les plus graves. Enfin, après des décennies de déni, de manipulations et de mensonges, et je pense que nous tous, nous l'avons malheureusement vu récemment, les lobbies négationnistes des crimes commis en RDC ont encore soulevé récemment une vague d'indignation. Donc, il est impérieux, la recherche de la vérité est indispensable pour éviter des erreurs du passé et établir les différentes échelles de responsabilités nationales, régionales et internationales.
Elle est en outre indispensable pour construire les bases d'une société apaisée face au traumatisme du passé et favoriser ainsi la réconciliation au sein de la société congolaise, mais également entre les pays de la région des Grands Lacs où nous subissons des crimes, des génocides à répétition, des crimes de guerre à répétition. En guise de conclusion, je voulais tout simplement dire, nous sommes convaincus que les chemins de la paix existent. On ne peut pas rester dans la fatalité. Les chemins de la paix existent. Et ces chemins passera par la vérité et la justice. Merci d'avance aux institutions européennes et je remercie la présence des Guillemot parmi nous aujourd'hui. Nous espérons que vous allez nous accompagner sur ces chemins pour relever ensemble ces défis importants de vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Merci, Dr Mukwege. Merci pour nous avoir mis en contexte, mais pour nous avoir aussi rappelé le fait que ça fait 25 ans qu'au Congo, des violations, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité se produisent et d'avoir mis l'accent aussi sur les communautés et sur les victimes, parce que c'est important que tout programme aussi de justice transitionnelle prenne en considération, justement, comme vous disiez, les besoins, les besoins et les nécessités des victimes et des communautés. Merci, Dr Mukwege. J'aimerais maintenant passer la parole à Mr. Eamon Gilmore. I would like to give you the floor for your intervention on the role of the European Union in the fight against impunity and for transitional justice. Thank you. Thank you, Donatella, and good afternoon, everyone. And thank you to Fight Impunity for inviting me to this important event. It's a great privilege to join you today, to listen just now to the inspiring and I think very informative words of Dr. Mukwege, the Nobel Peace Laureate and Sakharov laureate. And I'm also delighted to join the very distinguished list of speakers today, including, of course, Maria Arena, who's the chairperson of the European Parliament's Subcommittee on Human Rights. I'm going to talk a little bit generally at first, and then I'll focus specifically on the DRC. Human rights, as Dr. Mukwege has said, are at the core of the European Union's external action, and the promotion of international humanitarian law and the fight against impunity are key commitments in the European Union's foreign and security policy. To fight impunity and to help victims of atrocities to achieve justice, we have to take different actions at many different levels. There is no one-size-fits-all when it comes to designing a transitional justice system. And let me give you just some of the examples of what we are doing. Firstly, the European's new Action Plan on Human Rights and Democracy, which was adopted in November, approved by all of the 27 member states of the European Union, sets out concrete objectives for the promotion of accountability and the fight against impunity. That includes supporting in-country initiatives to combat impunity. For example, the support to the strengthening of national criminal justice systems of a number of countries, including the DRC. It also includes the strengthening of links with the United Nations mechanisms which are mandated to support the collection and analysis of violations such as the international mechanisms for Syria, Libya, and Myanmar. Secondly, it is about engagement with and visible support for the principal international criminal justice system institutions, in particular, our support to the International Criminal Court. For the past 2 years have been extremely challenging years to protect the integrity of the ICC
with the persistent disinformation campaigns we have seen targeted against the ICC, and of course, the sanctions imposed by the Trump administration in the United States. Now, it's very welcome that the new administration in the United States has rescinded those sanctions, but external pressure continues from other sources and in other forms. And the European Union will continue to defend and to protect the neutrality and the judicial independence of the ICC, and to work to advance universal support for the Rome Statute, as well as ensure cooperation with the court. A third area that we've been working on is mainstreaming international criminal justice into our bilateral and multilateral engagements. So, for example, the issue of accountability has been raised by the European Union in several human rights dialogues which we hold with third countries, some of them which I have co-chaired myself. Colombia, Ukraine are examples. Fourthly, Dr. Mukwege referred to this, the European Union was the first regional organization to adopt a dedicated policy framework on transitional justice in 2015. In 2020, the EU continued to implement its policy framework in a more dynamic way. We also raised the topic with third countries, as well as with regional organizations such as the African Union. And indeed, during the last round of the European Union, last two rounds actually, of the European Union, African Union Human Rights Dialogue, in which I participated, both sides underlined the importance of continuing efforts to address impunity, and we restated our commitment to organize an expert seminar on this subject later this year in 2021. Fifthly, we have engaged in real time in various humanitarian contexts and conflicts. During the past year, for example, I've been working closely with our special representative for the Sahel to address the increase in violations of human rights and international humanitarian law in that region, including the alleged violations committed by defense and security forces. We have been engaging with the United Nations, regional and national actors in order to support Sahel countries in ensuring accountability. The main focus has been the implementation of the human rights and international humanitarian law compliance framework of the G5 Sahel Joint Force, which the EU supports and includes mechanisms and procedures to ensure accountability. To address the situation in the Tigray region of Ethiopia, I've been cooperating with our special representative for the Horn of Africa, and I've met with several ministers in Ethiopia and from Ethiopia to discuss our concerns about the lack of accountability for serious violations and the importance of monitoring and documenting these. And in this regard, the European Union has welcomed the cooperation of the Office on the European Union is and has been very engaged. The EU has always been committed to peace and stability in the region through its diplomatic, political, development, and humanitarian actions. Respect for human rights and international humanitarian law, as well as the security and humanitarian situation, have continued to deteriorate for decades in the DRC, particularly in the eastern parts. And I want to refer in particular to the joint declaration yesterday by the High Representative and Vice President Joseph Borrell and Commissioner Lenarchik, in which the European Union condemns in the strongest terms the massacres of civilians committed in recent days in the DRC, in particular in the provinces of Ituri and North Kivu. The perpetrators of these acts must be brought to justice by the authorities. Human rights defenders, such as Dr. Mukwege, have put their lives at risk many times when they speak out about what is going on and risk being arbitrarily detained or in some cases sentenced to death. The European Union regularly condemns acts of violence committed by state and non-state actors in Eastern DRC and supports measures in the fight against impunity, in particular by imposing sanctions against persons responsible for serious violations. Since 2002, the EU has been an important partner in the reform of the security sector in the DRC,
the reform of the army, police, and judiciary. The programs launched in 2020 in support of the implementation of the National Justice Reform Policy and the 5-year police reform plan aim at strengthening accountability. Since 2005, the European Union has been committed, alongside civil society and the United Nations, to support judicial proceedings of serious crimes in domestic military courts, and to date, an estimated 250 cases have been tried. The EU also supports civil society in carrying out mediation and dialogue projects at community level, assistance to victims of sexual violence and other human rights abuses, as well as protection of human rights defenders. The European Union stands ready to respond to any request to support the drafting of a transitional justice policy. Such a process should respect the essential role of civil society, ensure broad and inclusive consultations of all actors concerned to safeguard a viable, credible, and legitimate mechanism. And if I may say, I'm listening to what Dr. Mukwege has said, because I have had recent personal experience of the development of the transitional justice system, which is now operating in Colombia, where I was the and still am indeed the European Union Special Envoy for the peace process. And I will be happy to bring that personal experience to any support that is being provided for the development of a transitional justice policy in the Democratic Republic of the Congo. The European Union recommends building on existing justice initiatives and remains in favour of strengthening national justice institutions. In the end, stopping the violence, creating a security will depend on political leadership in the DRC and its willingness to carry out reforms. It is also essential to strengthen cooperation in the region, and in particular with neighbouring countries and regional organisations, to help end the illegal exploitation of natural resources and the funding of armed groups. The European Union promotes a rules-based international order, and there can be no shelter for the perpetrators of the most serious crimes. I'm looking forward to the remainder of the discussion and to engaging in it. Thank you very much, Donatella, and to all of the participants. Thank you very much, Mr. Gilmore. Thank you for reminding the role of the European Union in the fight against impunity, and also the importance to look at the regional perspective as well. If there is no peace in Congo, there is no peace in the whole Great Lakes region, of course. And the importance to work and to support civil society, the intention to support civil society, to continue to support the institutions and the reform of the security sector, including, of course, justice. Thank you for this message. I would like to, je passe au français peut-être, j'aimerais bien laisser la parole à inviter Abdulaziz Tioye à intervenir, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si... Aziz, tu es là? Tu dois connecter? Alors, peut-être ici. Je suis là. Bonjour. Aziz, bonjour, tu es là. Voilà. Merci. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Donatella. Merci beaucoup. Et bonjour, bon après-midi à mes co-panélistes. Aziz, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus proche du micro, s'il te plaît? Merci. Voilà. Ça va mieux maintenant? Un peu mieux, oui, merci. Voilà. Donc, je disais que je salue la participation du combattant infatigable et de toutes les victimes, de nombreuses victimes en RDC qui souffrent de la violence armée. Je salue aussi la présence de révérend Senghar, avec qui nous travaillons sur des questions de justice fonctionnelle, mais aussi la participation de l'honorable Marie Arena ainsi que de M. Gilmore. Je pense que nous sommes au fil des débats et des différentes conférences. Nous sommes petit à petit en train d'avancer vers l'essentiel. L'essentiel qui est
véritablement de donner compte à cette demande de justice, à cette demande de vérité. Aziz, je m'excuse. Aziz, peut-être juste, parce que sinon c'est dommage, parce qu'on n'entend pas très bien ce que tu dis. Laisse-moi regarder. Ne pas trop bouger et être un peu proche du micro et tout devant, sans bouger trop, parce que je pense que ça va aider à notre compréhension, sinon c'est vraiment dommage. OK. Ça va mieux maintenant? Vous m'entendez mieux maintenant? Ça va mieux. Oui, merci, c'est beaucoup mieux. D'accord. Oui. Merci. Et je m'excuse pour ce désagrément. Donc, je disais que nous sommes en train de faire, je crois, des progrès inestimables en direction de l'objectif qui est visé par toute cette mobilisation, qui est véritablement de se mobiliser afin de lutter efficacement contre l'impunité en République démocratique du Congo. L'impunité étant un des facteurs, un des véhicules du conflit. Donc, une impunité de longue date. Dr Mukwege l'a rappelé, avec position de pouvoir ou à des niveaux de décision qui puissent permettre plus ou moins de dévoyer le système. Donc, c'est quelque chose, c'est vous dire combien cette question est centrale dans les efforts d'édification de la paix, de la stabilité et plus tard du développement durable en RDC. Et c'est pour cette raison que la lutte contre l'impunité est un aspect essentiel du mandat de la mission des Nations Unies des droits de l'homme, de la mission de la MONUSCO, mais aussi du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les résolutions qui donnent le mandat à la MONUSCO et qui comportent des pans entiers sur les questions de lutte contre l'impunité, sur les questions de coopération judiciaire, sur les questions de renforcement du système judiciaire et tout ce qui s'y rapporte et comme éléments connexes ou liés, tels que les questions de réforme du secteur de sécurité, la question aussi du désarmement, démobilisation et d'intégration des combattants. Alors, à cela est venu s'ajouter depuis quelques années un engagement très fort de la part du Conseil des droits de l'homme, qui depuis quelques années a pris la situation de la RDC, la situation des droits de l'homme, parmi les sujets prioritaires à discuter au cours d'un dialogue qui chaque année réunit des membres de la société civile, mais aussi des autorités congolaises avec les éléments avec la mission de la MONUSCO, mais également la présence de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour discuter un peu de la situation du pays qui est actuellement encore sous étroite surveillance. Pour vous dire, quand il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut nécessairement remplir et sur lesquels il y a encore des efforts à faire. Il y a eu des efforts, hein, il faudrait quand même aussi le souligner, il y a des efforts de la part du gouvernement dans la lutte contre l'impunité des violations ou atteintes aux droits de l'homme, mais évidemment, face à l'ampleur de la masse critique de cas à traiter et des victimes, les efforts restent largement insuffisants. Donc, mais il importe de continuer à y travailler en vue de se lever et d'enlever les obstacles pour véritablement lutter efficacement contre l'impunité. Il s'agit principalement de revoir le cadre juridique. Hein. Je pense que les questions normatives avec nous pour soutenir les efforts du gouvernement. La RDC a un cadre juridique et juridictionnel qui permet la répression des crimes internationaux. Finalement, dans la justice militaire, ce qui nécessite effectivement beaucoup plus d'efforts en ce sens-là pour avoir un nombre beaucoup plus important de personnel judiciaire, beaucoup plus qualifié, beaucoup plus mieux exposé, beaucoup plus familier au traitement et aux procédures qui concernent les crimes internationaux. Et cela a une conséquence sur le nombre d'affaires jugées qui reste très en deçà de ce qui est attendu.
il y a d'autres problèmes qui minent le fonctionnement de la justice. Hein. And there are many more problems that undermine the efficiency of the Alcuni componenti hanno sviluppato dei à meccanismi. l'époque, et cela faisait suite au rapport mapping qui était de faire intervenir des magistrats instructeurs et des magistrats du parquet d'autres pays qui ont un système juridique do their work. similaire à celui de la RDC, de manière à pouvoir conseiller, accompagner et partager des bonnes pratiques. Ce système-là existe, continue à exister et a permis de beaucoup travailler à améliorer les procédures d'enquête, la collecte des éléments de preuve, mais également clôturer un ensemble de dossiers très, très, très complexes avec le soutien du Bureau Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'un des principaux pourvoyeurs d'informations sur la base desquelles, évidemment, les enquêtes sont initiées. Le rapport mapping en est un exemple. Le rapport sur le Kasaï en est également un autre exemple, ainsi que tous les rapports circonstanciés qui portent sur des situations dans les différentes zones du pays qui sont affectées par la violence. D'où la nécessité, évidemment, de davantage s'investir, de monter en puissance en termes de mobilisation et d'injection de ressources matérielles, financières, mais aussi de ressources techniques pour pallier aux différentes insuffisances que nous avons identifiées. Je voudrais aussi, et je ne peux pas m'empêcher de le faire, renvoyer tout le monde, et Dr Mukwege le fait si bien, aux recommandations et propositions contenues dans le rapport mapping, qui sont encore d'une pertinence extraordinaire. Plus de 10 ans après la publication du rapport, nous sommes toujours en train de discuter jusqu'à aujourd'hui du tribunal, la possibilité de mettre en place un tribunal pénal international sur la RDC, des chambres mixtes, la question du SSR, la question du vetting, la question du DDR et la question des réparations, et je souscris pleinement à ce qui a été dit antérieurement. Alors, quelle est l'approche de mon bureau dans le cadre de la lutte contre l'impunité? J'ai donné les grandes lignes. Nous soutenons la chaîne pénale. Nous sommes un des acteurs en matière d'appui au secteur judiciaire, aux côtés de la MONUSCO, dans notre identité officielle au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, entité leader au sein des Nations Unies pour tout ce qui est lutte contre l'impunité. Et tous ces efforts-là se font dans un cadre global qui englobe et contient tout ce que j'ai dit, le soutien à la chaîne pénale, l'appui et tous les types d'appui qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacité du système judiciaire en mettant en place des mécanismes de lutte contre l'impunité. Il s'agit du renforcement des capacités, le plaidoyer pour l'ouverture des enquêtes, l'appui au comité de suivi des violations des droits de l'homme, qui sont des mécanismes extrêmement importants qui existent aujourd'hui dans les différentes provinces et qui nous permettent de mettre sur la table un dialogue avec les FARDC pour que les cas de violation grave des droits de l'homme qui sont identifiés fassent l'objet d'une prise en charge rapide pour que les auteurs puissent être mis entre les mains de la justice. Et ce sont des comités de suivi qui concernent à la fois les FARDC et la PNC. Il y a aussi l'organisation des missions d'enquête conjointes et l'appui technique, logistique et financier aux audiences foraines. Et depuis, grâce à une résolution du Conseil des droits de l'homme, la disponibilité, la mise à disposition de la justice congolaise d'expertise qui n'existe pas dans le pays, qui est la possibilité d'avoir des forensiques, des experts forensiques venant de différents pays, notamment des pays qui ont été confrontés à des crimes de masse, tels qu'en Amérique latine et dans certains pays européens, qui viennent en appui à la justice militaire et la mise en place aussi de moyens techniques tels qu'un laboratoire médico-légal que nous avons déjà fini d'installer à Kananga, et nous envisageons de voir la possibilité de le faire ailleurs. En termes de résultats, je voulais juste dire ceci, qu'au cours des dernières années, au cours des 5 dernières années, nous avons vu au moins 67 enquêtes judiciaires sur des cas complexes, des situations complexes qui pourraient plus ou moins, que nous considérons comme étant emblématiques, de manière à pouvoir montrer qu'il est possible de le faire. Et ces enquêtes ont conduit à 78 audiences foraines, surtout dans les zones qui sont touchées par le conflit. Par exemple, depuis le début de l'année, nous avons soutenu, par exemple, 7 audiences foraines. Et
4 grandes enquêtes judiciaires conjointes sur des cas très, très, très compliqués. Et tout ceci au plus d'un millier de condamnations prononcées contre des militaires FARDC. Évidemment, ce ne sont pas des officiers de haut rang et c'est là où il y a un gros problème, Dr Boukeye l'a dit. Également, 382 condamnations contre des éléments de la PNC, 191 condamnations contre les membres des groupes armés, ce qui est minime par rapport au nombre important de groupes armés qui existent un peu partout à travers le pays et dont nous savons que beaucoup parmi leurs posent un peu problème. Il y a aussi l'assistance judiciaire des victimes à travers l'exécution de projets contre les violences sexuelles basées sur le genre, le référencement des milliers de victimes avec lesquelles nous travaillons beaucoup avec la Fondation Mukwege et Panzi, ainsi que d'autres partenaires vers les conseils et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour définitivement et réitérer l'importance d'un processus de justice de transition en République démocratique du Congo. Elle est pertinente, cela se passe de commentaires, en ce qu'elle va permettre pleinement de créer des garanties de non-répétition. J'ai coutume de rappeler la fameuse déclaration de Mme Navi Pillay au moment de la publication des rapports, il y a cela aujourd'hui, disons 11 ans, qui disait qu'il faut éviter de donner un prétexte à ceux qui ont, aux victimes et aux survivants de la violence, d'essayer de se servir du fait qu'il y a une impunité de longue date pour tenter de se rendre justice. Donc, c'est un point extrêmement important et en cela, la justice transitionnelle est importante parce qu'elle adresse les causes profondes du conflit. Elle va adresser le pourquoi de la violence et essayer d'y apporter des réponses judiciaires et des réponses non judiciaires. Mais il nous faut être clair dans ce que nous voulons comme objectif. Il est important de rappeler à tout le monde que le processus de justice de transition ne peut pas faire l'économie d'une sanction et d'une procédure pénale. C'est extrêmement important. Tant que nous continuerons peut-être à essayer de ne pas, tant qu'on ne sera pas très clair, je pense qu'on va laisser l'option ouverte d'emprunter un schéma basé sur le pardon et qui pourrait occulter un peu tout ce qui est poursuite pénale et qui aujourd'hui ne peut pas être passé par pertes et profits. Nous nous réjouissons de l'engagement fort politique. Il y a une volonté politique claire qui a été congolais par le chef de l'État et qui a donné des instructions claires aux membres du nouveau gouvernement. Vous avez vu le nouveau ministre de la Justice et le nouveau ministre de la Justice, le nouveau ministre des Droits humains, mais qui, à la suite du ministre des Droits humains sortant, s'est fortement engagé pour aller de l'avant sur les questions de lutte contre l'impunité et de la justice traditionnelle qui reste une. Il y a d'autres initiatives qui existent. Il y a l'initiative de restitution du patrimoine et de la mémoire de ces ex-colonies. Il est important de pouvoir créer des liens avec des initiatives existantes qui pourraient aussi aider tant bien que mal à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés tous. Nous devons, je pense qu'il est important que nous puissions aussi tirer profit des leçons apprises des projets de justice transitionnelle en cours de mise en œuvre dans le Kasaï, mais également dans le Tanganyika, qui sont des projets extrêmement importants qui nous ont permis de tester des schémas de consultation populaire, qui est un peu une méthodologie préconisée par le Haut Commissariat pour s'assurer effectivement que nous avons capturé les besoins réels des différentes victimes et des communautés dans cette étape, dans la quête de justice, en vue de véritablement pouvoir prendre les approches qui sont nécessaires. Alors, pour terminer, je ne saurais terminer sans mentionner un peu aussi la nécessité d'offrir des alternatives. De la même façon que nous travaillons sur une approche centrée sur les victimes, nous devons, sur les victimes et les communautés, il est important aussi de travailler sur le DDR communautaire.
il y a un pas important qui a été franchi avec l'acceptation de l'idée. To work on communitary challenges. There have been different projects that were considered. For example, the fact that veterans cannot be integrated in the police. So today the government has decided to work towards stabilization and stability. So together with the government and the institutions of Central Kasai, we've started a project of peace consolidation, and we've carried out a national exercise based on harmonization and on the victim's will in a concrete way. The compensation initiatives that we have worked on together with also Dr. Mukwege, and these experiences tell us, they suggest that we need to work very quickly and very hard in these contexts, which are characterized by poverty, of course. So we need to have compensation systems that are quick and efficient. So it is also very important to go beyond and to look for the approvement, of different laws about indemnization and compensation. Anyway, I'm here for any questions or comments. Thank you, Aziz. Je voudrais laisser le temps aussi aux autres intervenants. Je vois que Maria Arena est réussi à se connecter. Marie, si ça va pour toi, j'aimerais bien laisser la parole à Eric Nsenga et à Margot Mola d'abord, et puis je te laisserai la parole en représentante du Parlement européen à la fin, si ça va pour toi. Donc, Eric, je te laisse la parole comme représentant de la société civile, évidemment, et président du consortium des ONG congolaises sur la justice transitionnelle. Merci beaucoup, Donatella, pour la parole. Je pense qu'il est important de rappeler que la société civile en RDC a le mérite d'être composée à la fois des confessions religieuses et des autres organisations de la société civile classique. Et c'est ce qui donne la plus-value d'ailleurs du travail de la société civile ici en RDC, parce que lorsque nous parlons des confessions religieuses, c'est à peu près 90% de la population. Donc, ce qui fait que nous sommes un pays foncièrement religieux et ça donne assez de possibilités aux confessions religieuses et aux membres de la société civile de faire ce travail. Alors, j'aurais bien l'occasion de parler du rôle majeur de la société civile dans ces combats. Notre rôle se présente à deux niveaux. Au premier niveau, c'est le rôle de sensibilisation et d'éducation civique. Parce qu'il faut avouer que depuis les débuts de ces combats, à peu près, le docteur Mukwege l'a dit, plus de 25 ans, où nous militons par rapport à la justice transitionnelle, il y a un constat qui a été fait que le peuple ne s'est pas suffisamment approprié de ces combats. Donc, c'est un combat qui est resté un peu dans les officines, un combat de l'élite, d'une classe aristocratique, d'une certaine catégorie de gens qui abordaient ces combats. Fight, as I was saying, against the noble part of society. De pouvoir amener à l'appropriation nationale de ces combats, d'où la nécessité pour nous de sensibiliser. Et cette sensibilisation a deux axes. Le premier axe de la sensibilisation est dans la perspective éducationnelle, parce que nous avons aussi observé, en dépit du fait qu'il y a la formation scientifique de qualité au Congo, mais nous constatons que ce soit dans les universités publiques comme dans les universités privées confessionnelles. D'ailleurs, nous, comme Église du Christ au Congo, avons l'université et l'UPC. Mais dans la branche du droit, très peu l'on évoque la question des justices transitionnelles et surtout pas du rapport mapping. Et donc, cela fait une sorte de déficit dans notre construction intellectuelle.
Et c'est comme ça que nous avons ciblé cet angle pour dire la société civile, les confessions religieuses et la société civile vont insister pour qu'ils soient intégrés dans le système éducatif de notre pays, la dimension du civisme qui porte sur les droits de l'homme, mais avec l'accent sur les rapports mapping. Parce que, comme je l'ai dit, même les rapports mapping lui-même, beaucoup d'intellectuels congolais l'ignorent, ils peuvent les connaître peut-être de manière générique, mais pas plus approfondie. Donc, ça, c'est le premier axe que nous nous sommes donnés dans notre sensibilisation. Le deuxième axe de la sensibilisation, c'est la sensibilisation classique, parce que nous sommes bien conscients que tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Il y a une bonne masse, comme je venais de le dire. Déjà, au niveau des confessions religieuses, nous avons 90% de la population. Donc, les églises protestantes, catholiques, quand nous prenons la communauté islamique, les églises imbanguistes et les autres, qui constituent justement les consortiums des confessions religieuses et sociétés civiles. Nous avons dit, nous allons travailler même au niveau de nos églises, au niveau de nos mosquées. L'idée, c'est d'amener la notion de la justice transitionnelle et la connaissance du rapport mapping à la base. Parce que si aujourd'hui, la population en fait son cheval de bataille, ça va beaucoup faciliter les choses et ça va aussi impulser les choses au niveau du gouvernement. Et la deuxième orientation ou notre deuxième objectif dans notre rôle, c'est celui des plaidoyers. Et donc le plaidoyer aussi, nous l'avons présenté à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Au niveau national, avant le changement du paysage politique actuel, nous avions déjà fait un travail remarquable. Je crois que le directeur Abdoul l'a signalé. Nous avions... Je m'excuse, nous avions vu toutes les institutions du pays, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, et nous nous étions déjà mis d'accord sur la nécessité d'organiser une table ronde pouvant nous conduire à l'élaboration de la stratégie nationale de justice transitionnelle. Et nous avons également mené ces plaidoyers au niveau international. D'ailleurs, il y a 2 semaines que je reviens des États-Unis pour une mission de plaidoyer sur cette question même. Nous avons eu des échanges aussi intéressants avec les départements d'État et d'autres structures où nous estimons important que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui, il faut l'avouer, a le lead de l'action. Nous avons les États-Unis, le Canada, la Suisse. Nous voulons vraiment mobiliser avec un lobbying de haut niveau pour que finalement cette question soit éclairée au niveau des instances décisionnelles. Vous savez vous-même comment il y a pas mal de difficultés dans la prise de certaines décisions qui devraient déboucher sur affinché si possa realizzare proprio la soluzione di questo tema, affinché si possa giungere a una soluzione. Vise justement à la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Donc, nous l'avons déjà fait au niveau national, nous le faisons au niveau international, mais l'accent que j'aimerais mettre ici, c'est que les confessions religieuses et la société civile dans son ensemble tiennent à ce que nous ayons un paradigme propre de justice transitionnelle qui répondrait au contexte sociopolitique congolais, aux enjeux géostratégiques congolais. Et comme le docteur Mukwege l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler de justice transitionnelle en prenant un axe et ignorer un autre. Donc nous pensons que les 2 vecteurs, juridictionnels et extra-juridictionnels, seraient les mieux venus pour nous proposer un paradigme holistique de justice transitionnelle dans notre pays. Donc c'est cela notre sens du plaidoyer. Et à l'étape actuelle, nous attendons d'ailleurs la réouverture de ces débats avec les institutions du pays pour que nous nous décidions finalement de la tenue de cette table ronde. Et pour chuter, j'aimerais donner quelques perspectives. Les perspectives qui sont sur notre table, en l'occurrence, nous visons le travail d'accompagnement des communautés victimes. C'est l'approche que nous avons adoptée tous. Et vous savez que les confessions religieuses en particulier ont un rôle majeur dans le travail de la guérison des mémoires, dans le travail de la réinsertion ou de la réintégration de victimes. Là, encore une fois, je vais rejoindre le directeur Abdoul parce que la question de DDR reste aussi en discussion de notre côté, parce que nous avons un certain nombre d'observations que nous avions formulées, entre autres une stratégie globale dans le travail de la réparation des victimes ou dans le travail d'accompagnement. Donc, nous voulons
au-delà de ce que nous allons faire, construction des écoles, ce que nous saluons énormément, une réparation collective ou individuelle, mais nous insistons sur le travail de la réparation de l'être en tant qu'être. Parce que, bien évidemment, quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui est traumatisé, quelqu'un qui a perdu des êtres chers, qui aujourd'hui ou hier était victime, aujourd'hui se transforme en bourreau, nous estimons que le travail ne s'arrêterait pas simplement à récupérer l'arme ou alors à lui construire une école si nous n'arrivons pas à faire un véritable travail de guérison de mémoire, un véritable travail de la réinsertion au sein de la société. Comment rendre ces victimes utiles à la société? Donc, c'est là notre cheval de bataille dans le travail que nous allons apporter, surtout dans la perspective extra-juridictionnelle, qui est, je dirais même, qui est le propre des confessions religieuses, sans omettre, j'insiste, la perspective judiciaire, mais je pense que les confessions religieuses auront beaucoup plus à apporter dans ce travail d'accompagnement, de guérison, de réparation et surtout des réconciliations nationales et régionales, parce qu'au final, après la vérité, après la justice, nous devons arriver à la garantie de non-répétition d'une part, mais de l'autre part, arriver à la réconciliation nationale et même régionale pour que les générations futures arrêtent de se regarder comme des chiens et chats, mais de se regarder comme des êtres capables de vivre ensemble et de réinventer de nouvelles possibilités d'un avenir meilleur. Merci à tous les panélistes et merci également à l'organisation qui nous a donné l'occasion de présenter notre thématique. Merci. Merci Elie. Merci de nous avoir rappelé l'important travail que vous faites, surtout de ce point de vue très important. Vous êtes proche des communautés, vous êtes donc très proche en tant qu'Église, je dis, et de société civile en général, vous êtes proche de la société civile et vous êtes proche des victimes. Donc, c'est très important ce que vous faites. Vous êtes aussi soutenu dans votre travail par la société civile internationale et c'est comme ça que j'aimerais bien laisser maintenant la parole à Margot Mola du Jourdain. J'espère qu'à chaque fois, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Margot, tu représentes aujourd'hui le consortium Le Congo n'est pas à vendre, mais tu travailles pour Global Witness. Je te laisse la parole pour ton intervention. Merci. Merci Donatella. Et non, c'est bon, pas de problème sur le nom. Merci aux panélistes pour leurs interventions et à Fight Impunity pour l'organisation de cette conférence. C'est vraiment un honneur pour moi de parler aux côtés d'un panel aussi impressionnant. Donc voilà, donc merci à tous. Pour ma part, j'aimerais passer un peu de temps à parler peut-être d'une thématique qui est intrinsèquement liée à l'impunité et aux abus des droits humains, qui est la corruption. Je pense qu'on ne peut pas réellement parler d'impunité sans passer un peu de temps à parler de la thématique de la corruption, ni de la justice d'ailleurs, sans évoquer ce point. Le Congo, je pense que vous le savez tous, est un pays qui souffre énormément de la corruption. Pour contexte, selon l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, la RDC est classée 170e sur 180 pays. Et le coût de cette corruption n'est pas à négliger. La corruption vient fragiliser l'État, elle vient fragiliser ses institutions et sa capacité à protéger les droits humains. Elle fragilise aussi son système judiciaire et elle peut accentuer les inégalités et contribuer à une forme d'instabilité sécuritaire. Donc, c'est un peu dans cette pensée, dans cette lignée qu'un groupe d'organisations dont nous faisons partie, un groupe d'organisations à la fois congolaises et internationales, ont joint leurs forces dans le cadre d'une campagne nommée « Le Congo n'est pas à vendre », qui vise donc à lutter contre la corruption au Congo et encourager la transparence et la redevabilité des acteurs qui sont soupçonnés d'être impliqués dans ces pratiques de corruption. Et donc, pour mon intervention, j'aimerais peut-être couvrir deux dossiers assez emblématiques qui, à mon sens, illustrent l'impunité avec laquelle certains décideurs politiques, mais aussi entreprises et États étrangers, peuvent être complices dans le maintien d'un statu quo qui, en fait, vient desservir les citoyens congolais. Donc, le premier est celui de Dan Gertler. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le personnage, Dan Gertler est un homme d'affaires israélien qui a fait fortune dans le secteur minier et pétrolier au Congo depuis plus de 20 ans. C'est un ami proche de l'ancien président Joseph Kabila et il est accusé d'avoir, entre autres, obtenu de nombreux contrats léoniens à bas prix
et d'avoir pu revendre ses actifs au prix comptant, au prix fort, auprès de multinationales dont le géant Glencore, par exemple, ou l'entreprise kazakh Eurasian Natural Resources Corporation. Donc Dan Gertler a fait l'objet de nombreuses controverses. Il a été sanctionné par les États-Unis en 2017 pour corruption. Et de nombreuses enquêtes ont été ouvertes au Royaume-Uni, en Suisse, mais aussi aux États-Unis, concernant ces deals miniers ainsi que ceux de ses partenaires économiques. D'ailleurs, un de ses partenaires économiques, le fonds d'investissement Oxif, a fini par reconnaître ouvertement devant un tribunal américain que Dan Gertler avait payé au moins 100 millions de pots de vin au Congo pour faciliter certains deals miniers, ce que Dan Gertler nie. Enfin, pour faire court, Dan Gertler est plus ou moins placé sur liste rouge à l'étranger et auprès de nombreuses banques. Il ne peut pas rentrer dans le territoire américain. Et pourtant, qu'en est-il de l'Union européenne et qu'en est-il du Congo? Pour l'instant, il reste assez silencieux sur ce dossier. D'abord, au Congo, rien n'a été fait. Le gouvernement congolais n'a toujours pas ouvert d'enquête, malgré les révélations dans le dossier judiciaire de Oxif. Et Dan Gertler, non seulement rien n'est fait, mais Dan Gertler, en plus, continue de recevoir ses royalties qui auraient dû revenir au trésor congolais. Donc, selon un rapport de la coalition, le CNPAV, le Congo n'est pas à vendre, Dan Gertler continuerait de toucher pas moins de 250 000 $ chaque jour, ce qui veut dire que la RDC pourrait perdre encore 1,7 milliard d'ici 2039. Donc, on parle de sommes colossales. Et il faut ajouter ça aux 2 milliards déjà estimés perdus sur les 20 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce dossier, ceux qui se sont donné la peine de dénoncer ces malversations, on les a condamnés. C'est le cas de Grady Coco et Navi Malela, qui sont deux lanceurs, une banque congolaise qui est accusée d'avoir mis en place un réseau de blanchiment d'argent pour aider Dan Gertler à échapper aux sanctions. L'euro. Elle permet à Glencore d'utiliser l'euro pour payer ses royalties à Dan Gertler afin que Glencore ne viole pas les sanctions américaines qui ne lui permettent pas en fait, de payer en dollars. L'UE tolère également qu'une des entreprises de holdings de Dan Gertler soit enregistrée aux Pays-Bas. Elle a d'ailleurs été réenregistrée très récemment. Et pourtant, depuis plusieurs années déjà, la société civile demande à l'UE d'adopter des sanctions de type Magnitsky contre les individus Anyway, the civil society delle condanne proprio delle... Voilà, donc je pense que cet exemple est très parlant car il montre comment la corruption et l'impunité sévissent à beaucoup de niveaux. Malgré les aveux de Oxif ou les sanctions américaines contre Dan Gertler, ses activités continuent. Il continue de recevoir des centaines de milliers d'euros chaque jour de la part de multinationales enregistrées à l'étranger, et ce, avec une forme de complicité de l'Union européenne qui accepte en fait que ces paiements soient effectués en euros. Le deuxième cas, et qui est très court, c'est celui, je suis consciente du temps que vous êtes là, est celui des passeports congolais et de Semlex. Vous n'êtes sans doute pas sans ignorer que le passeport biométrique congolais était l'un des plus chers au monde jusqu'à récemment. Il coûtait 185 $. Et en 2017, une enquête de Reuters était venue révéler que le gouvernement congolais ne touchait même pas la moitié de cette somme. Le reste revient à Semlex et à une entreprise secrètement enregistrée aux Émirats arabes unis et qui appartiendrait à un membre de la famille de Kabila. Et ceci n'est pas vrai qu'en RDC, puisque Semlex, depuis, il y a eu beaucoup de révélations qui suggèrent que Semlex a utilisé ce même modus operandi dans plusieurs pays d'Afrique, notamment avec un cas très important aux Comores. Donc, Semlex est sous enquête en fait en Belgique depuis 2017 pour soupçons de corruption et de blanchiment, mais pour autant, l'enquête piétine. Au Congo,
en 2020, alors que le contrat était en cours de renégociation, puisqu'il arrivait à sa fin, plusieurs ONG congolaises ainsi qu'une cinquantaine de citoyens se sont constitués partie civile dans l'enquête judiciaire afin de la faire avancer. Mais là encore, rien ne bouge. Et même au contraire, puisque un nouveau contrat dit transitoire de 12 mois a été signé en novembre de l'année dernière avec une nouvelle entreprise qui s'appelle Locosem, qui vient baisser le prix du passeport à 99 $. Donc, en apparence mieux, mais en réalité, le contrat a également été signé de gré à gré et Locosem n'est autre qu'une filiale de Semlex. Le contrat n'est pas public, l'évaluation de l'ancien contrat n'a toujours pas eu lieu et aucune enquête concernant les conditions du premier accord avec Semlex n'a été ouverte, malgré les demandes insistantes de la société civile. Donc, pour conclure, le défi de l'Union européenne est double. D'un côté, l'Union européenne et ses pays membres doivent réellement s'engager à lutter contre la corruption à l'étranger, en permettant aux enquêtes en cours d'aboutir, mais aussi à en encourager d'autres à voir le jour, en renforçant les capacités, par exemple, mais aussi en s'armant d'outils comme les sanctions de type Magnitsky, qui permettent de sanctionner les individus accusés de corruption et leur interdire l'accès aux marchés financiers européens. De l'autre, l'UE doit continuer d'encourager la RDC et le gouvernement de Tshisekedi de se défaire des contrats léoniens du passé, ouvrir des enquêtes sur des cas emblématiques de corruption et assurer la redevabilité des acteurs qui sont déjà soupçonnés de corruption, mais aussi protéger ceux qui dénoncent ces pratiques de corruption et de blanchiment. Il est donc vraiment essentiel que tout projet de justice renforcer, perpétuer un statu quo qui vient nuire au peuple congolais. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Margot pour ton intervention très centrée, très importante, très centrée sur le rôle de l'Union européenne et les défis pour l'Union européenne. Et c'est comme ça que je voudrais passer à l'intervention de Marie-Arena, présidente de la sous-commission droits de l'homme au sein du Parlement européen. Justement, Marie, on parlait de défis pour l'Union européenne et rôle de l'Union européenne. Tu es très engagée, évidemment, sur la thématique de l'impunité en RDC. Je te laisse donc la parole. Merci. On va essayer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, j'ai eu quelques problèmes et soucis techniques par rapport à ma connexion et donc vraiment désolée. Mais tout d'abord, merci pour l'organisation de ce débat. Je pense que la qualité de tous les panélistes montre la complexité de la situation de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo et qui peut être vue peut-être comme un cas d'espèce qui regroupe, je dirais, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer ailleurs dans d'autres pays, mais la RDC nous permet je dirais, d'attaquer tous les problèmes parce qu'elle est confrontée vraiment à toutes les difficultés auxquelles on peut penser quand il s'agit de la question de l'impunité. Alors, que peut faire l'Europe? Et on l'a vu, je pense qu'on peut agir à plusieurs niveaux. J'ai entendu tout à l'heure le professeur Tsenga, Eric Tsenga, qui disait qu'il faut utiliser le rapport mapping et faire de l'éducation auprès de la population pour qu'elle se l'approprie. Et si la partie politique ne le fait pas, eh bien qu'il puisse y avoir une vraie appropriation de la société civile et de la société en général pour pouvoir forcer quelque part le mouvement démocratique à pouvoir y arriver. Donc, moi, je pense que l'Union européenne doit aider les différents niveaux, à la fois le niveau multilatéral et pouvoir soutenir le maintien en vie du rapport mapping. N'oublions pas que c'est un rapport des Nations Unies auquel nous participons en tant qu'Union européenne et qui, si ce rapport n'était pas suivi, eh bien, ce serait un échec de notre part. Et donc,
continuer à faire vivre ce rapport, à ne pas le laisser dans des tiroirs, c'est aussi de notre responsabilité comme institution internationale auprès des Nations Unies. Et il faut qu'on puisse continuer à le faire, et je remercie tous les acteurs et particulièrement le docteur Mukwege pour l'engagement qu'il a eu sur, je dirais, sa campagne autour du rapport mapping. Mais il faut aussi qu'auprès des Nations Unies, on puisse aussi être des acteurs clés pour qu'un rapport tel que celui-là puisse servir à la fois dans des éléments de justice en tant que tel, donc c'est-à-dire comment poursuivre des auteurs de violences, mais aussi, et on parle de la justice transitionnelle dans ce cas-là de plus complet, c'est comment, au travers d'un rapport tel que celui-là, on peut aussi aider des voies qui ne sont pas des voies judiciaires. Ce que M. Tsenga a dit sur comment réparer les âmes, comment rendre de l'humanité là où l'humanité n'existe plus est essentiel. Et donc, je pense que c'est important que l'Union européenne travaille dans ce sens-là. La deuxième chose que l'on doit pouvoir faire, et c'est le moment de le faire, c'est qu'il y a aujourd'hui les débats et les discussions, les négociations avec le gouvernement congolais sur le programme pluriannuel de développement. Et donc, c'est que nous puissions mettre dans les priorités les questions de justice telles qu'elles sont évoquées par les différents acteurs. On a la semaine prochaine un dialogue stratégique au sein de l'Union européenne entre le Parlement européen et la Commission et le service d'action extérieure. J'ai demandé que la République démocratique du Congo soit un pays prioritaire de nos débats. Et donc, on aura le 15 juin, avec la commissaire Urpilainen et le service d'action extérieure, le haut représentant, un débat sur la question de la RDC et qu'est-ce qu'on doit mettre comme priorité. Et bien entendu, je viendrai avec la priorité de la question de la justice et de la justice transitionnelle dans la programmation pluriannuelle avec la RDC. L'Union européenne peut aussi, et on l'a vu avec l'intervention de le Congo n'est pas à vendre, l'Union européenne peut travailler sur la sanction qui peut être mise à l'égard d'auteurs de violences en République démocratique du Congo, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. Il y a des personnes qui sont sous sanction en République démocratique du Congo et ces sanctions ont été prises déjà dans le passé, donc il faut pouvoir les maintenir, mais il faut aussi élargir les sanctions à des actes de corruption. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'instrument le Global Instrument for Human Rights ne prévoit pas en tant que tel la question de la corruption. Et donc, il va falloir qu'on travaille au niveau du Parlement européen pour que ces questions de corruption fassent partie du mécanisme de sanction au niveau de l'Union européenne. Et enfin, le dernier point, qui à mon avis peut être le premier, c'est toute la question de la gestion des minerais en République démocratique du Congo. J'entends que M. Tshisekedi veut revoir les contrats qui ont été signés par le précédent gouvernement. Comment veut-il les revoir? Est-ce qu'il veut y mettre de la transparence? Est-ce qu'il veut rendre, je dirais, les populations, je dirais, actives dans cette négociation? Est-ce qu'il y aura un retour vers les populations? C'est vraiment un débat qui doit avoir lieu, mais qui appartient aux Congolais. Je pense que c'est important que ce débat ait lieu à l'intérieur du Congo avec la plus grande transparence. Mais il faut aussi que nous, les Européens, nous veillons à ce que la loi sur les minerais des conflits ne soit pas contournée par l'industrie. Et et je vais conclure par cela, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on entend qu'il pourrait y avoir un accord avec le Rwanda sur le traitement des minerais premier traitement des minerais par une usine au Rwanda. S'il n'y avait pas de traçabilité en amont de cela, eh bien le Rwanda deviendra un blanchisseur de minerais qui viennent du Congo et donc ça ne réglerait pas le problème de la violence au Congo, que du contraire, ça alimenterait des circuits qui sont des circuits illégaux et donc ça rendrait je dirais, la vie des artisans miniers encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc là aussi, le message qui doit être passé, pas uniquement au Congo, mais aussi aux pays qui tournent autour du Congo, c'est un message de transparence par rapport à ce qu'ils font. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être
acteurs industriels de la transformation de la matière première, mais ça veut dire qu'il doit y avoir de la transparence dans la manière dont ils le font et que l'Europe ne peut pas cautionner une entreprise rwandaise, ougandaise ou autre qui ne garantirait pas la traçabilité des minerais jusqu'à la mine. Et ça, c'est vraiment une préoccupation que j'ai. Et j'ai demandé au niveau de l'Union européenne, dans le cadre de la régulation sur les conflits des minerais, de pouvoir faire une évaluation à ce niveau-là. Voilà, je pense avoir couvert le maximum des thèmes sur lesquels nous travaillons actuellement au niveau européen. Merci beaucoup Marie pour ton intervention. Je vois que nous avons en fait 5 minutes avant de clôturer, donc je ne pourrai pas laisser le temps pour des questions, mais j'aimerais bien, je suis contente de pouvoir laisser la parole pour une salutation au président de Fight Impunity, Antonio Panzeri, qui voudrait quand même adresser les panélistes et les participants d'aujourd'hui. Antonio, ti lascio la parola. Buon pomeriggio, mi sentite? Bonjour, bon après-midi. Avant tout, je souhaite remercier Donatella ainsi que tous les participants pour le débat et l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Je crois avoir compris que par cette conférence, une solution de longue durée ne pourra pas être trouvée sans rendre justice aux crimes, aux violations qui ont été effectuées. Donc, il faut vraiment guérir du point de vue démocratique avant d'avancer. Je crois que l'intervention de M. Mukwege nous a ramené à la réalité parce qu'on sait que la violence continue, la réalité est une réalité de violence. On nous a dit qu'il y a eu beaucoup de prises de position, le Parlement européen a donné son avis, les organisations de la société civile ont réagi, mais il faut comprendre si on peut passer maintenant des mots à l'action. Parce que nous, on a décrit la réalité, on a introduit des prescriptions, mais ces prescriptions doivent être une obligation, doivent devenir une obligation, là où elles ne le sont pas encore. Ce qui est important pour le rôle qui a été rappelé par Maria Arena et qui a été rappelé également par M. Gilmore, en termes du rôle de l'Union européenne, le rôle qu'elle peut jouer en termes de renforcement des réformes du secteur judiciaire et de la justice. Lorsque je parle d'un engagement supplémentaire, je parle d'un engagement visant à traiter l'ensemble des problématiques. On a besoin des débats publics, d'éducation, mais il faut miser à renforcer la coopération dans les différents domaines et aider le processus de justice transitionnelle. Et pour ce faire, pour lutter pour la justice, il faut avancer dans le sens du progrès démocratique. Margot disait que justement la corruption est forte et elle s'accompagne de l'impunité. C'est ce qui dit l'histoire. Donc, c'est pourquoi il faut travailler dans ce sens. Lutter contre la corruption, on sait que lutter contre l'impunité n'est pas simple, surtout dans cette phase, je dirais, en considération d'une opinion publique qui est un peu peur, qui est désorientée, peur qui a désorienté et cette condition. Et on a donc besoin de surveiller tout l'ensemble de ces lois, de ces actions. Notre rôle est de mieux comprendre la situation et de réouvrir le débat et rappeler avec force un engagement accru les institutions,
l'opinion publique pour faire vivre un peu les indications qu'on a essayé de donner, de détecter et de mettre en œuvre dans le but de lutter contre l'humanité. Donc, chaque parti doit adresser ses efforts afin de faire en sorte de trouver des solutions. Nous, on sera à côté de toutes les personnes qui essayent de lutter pour créer une solution de longue durée dans ce pays et dans les autres pays. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Ça a été un rendez-vous très intéressant et on pense que tout ce travail est essentiel pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci encore une fois à tous. Merci, Antonio. J'ai une question de la part de Freddy. Je voudrais l'adresser simplement en disant que, un peu dans mes conclusions, en disant que Fight Impunity, comme le président Antonio Panzeri le disait, Fight Impunity aujourd'hui s'est mis aussi à l'écoute de tous ces intervenants et de tous ces différents rôles qui se jouent dans la lutte contre l'impunité en RDC et compte continuer à apporter ses recommandations et ses messages dans son travail de plaidoyer et de développement d'une pensée, d'un débat politique sur la question de l'impunité en RDC. Donc, c'est comme ça, je pense que l'importance de pouvoir collaborer entre société civile, institutions, entre prix Nobel pour la paix et Nations Unies, société civile congolaise, société civile internationale, européenne et internationale. Donc, c'est ça qui va nous amener à pouvoir faire des pas en avant et à pouvoir améliorer la situation en République démocratique du Congo, surtout donner ouvrir l'espoir aussi pour toutes ces victimes dont on a parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, donc je ne vais même pas essayer de faire un résumé, mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu vraiment l'idée de la complexité et de toutes ces dimensions différentes. Il y a une importance qui est celle de savoir qu'en République démocratique du Congo, ça fait 30 ans, ça fait presque 30 ans qu'il y a des violations massives des droits humains. Ce n'est pas seulement des violations du passé, ce n'est pas seulement des crimes du passé, c'est des crimes qui continuent aujourd'hui, qui continuent dans les formes dont le docteur Mukwege l'a dit, des violences sur les communautés, des violences sur les populations, sur les femmes qui continuent tous les jours, des crimes qui sont des crimes de corruption. Tous ces crimes font aujourd'hui de la RDC encore un pays où il n'y a pas de paix, on l'a dit. Et s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix au Congo, il n'y aura pas de paix dans la région des Grands Lacs, évidemment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous tous et toutes sommes concernés et sommes impliqués pour améliorer la situation et pour finalement porter la justice en RDC. Donc, je voudrais conclure ici en remerciant d'abord tous les intervenants, les panélistes, parce que pour moi, ça a été très, très intéressant, très, très riche comme échange. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble, Fight Impunity avec vous, pour les mêmes objectifs. J'aimerais bien remercier ici Congo Café et Gia Abrassar, Café Congo, pardon, parce qu'on nous a accueillis aujourd'hui ici et nous avons pu mener cette conférence à partir d'ici. J'aimerais bien remercier les interprètes qui nous ont permis de conduire, d'avoir cette conférence en 3 langues, français, anglais et italien. Et je remercie aussi mes collègues de Fight Impunity, Julien et Simona, et encore merci au président de Fight Impunity, Antonio Panzeri.